Mes parents ont enfermé ma sœur pour protéger notre oncle monstrueux. Quand j'ai enfin osé parler, ma mère a répandu des rumeurs et m'a traitée de menteuse. C'était il y a 6 ans, jour pour jour. Et hier, ils ont dû écouter en silence, au tribunal, les enregistrements qu'ils croyaient détruits résonnaient haut et fort. Être la plus jeune de la famille m'avait appris à faire semblant de ne rien comprendre tout en observant tout. J'étais une experte du camouflage. J'avais 12 ans et ma sœur Kesha en avait 15. La première fois que j'ai entendu qu'elle se faisait punir. J'étais dans ma chambre, juste à côté de la sienne, quand soudain, j'ai entendu ses affaires voler dans tous les sens. « Tu es une honte !» hurla ma mère en claquant la porte. Je n'ai pas osé aller la voir. Je me suis contentée d'un texto pour lui demander si tout allait bien. À ma grande surprise, Kesha m'a répondu en me suppliant de venir. Et quand je suis entrée, mon cœur s'est figé. Le lit était taché de rouge et ses bras recouverts de coupures toutes fraîches. Je me suis précipitée à la salle de bain pour prendre du papier, tandis qu'elle continuait de pleurer en silence. Maman l'a découvert. Je n'avais jamais voulu que ça arrive. Je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai simplement gardé le silence en appuyant doucement sur ses blessures. Quand j'eus terminé, elle me remercia et me demanda si je pouvais dormir avec elle. J'ai accepté, loin d'imaginer que ce serait l'une des dernières fois que je la verrais. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son d'un fouet en cuir noir frappant ma sœur. Mon père hurlait « Comment oses-tu entraîner ta petite sœur dans ta déchéance ?» Il m'a poussée hors de la pièce. Je me suis assise sur les escaliers, pétrifiée, écoutant ce qui ressemblait à une véritable séance de torture. À mi-chemin, ma mère est montée. J'ai cru, naïvement, qu'elle allait l'arrêter. Ou au moins me prendre dans ses bras. Mais non, ne la plains pas, ta sœur l'a bien cherchée. C'est tout ce qu'elle a dit avant de m'ordonner de descendre manger ses crêpes maison. Dans le bus scolaire, j'ai envoyé un message à Kesha pour vérifier si elle allait bien. Elle ne l'a même pas ouvert. Dès que les cours ont fini, je suis rentrée en courant. Mais Kesha avait disparu. Et en me retournant, j'ai vu maman, les bras croisés. Ta sœur avait besoin d'une vraie aide. On l'a envoyée dans un centre spécialisé. À l'époque, j'étais encore assez jeune pour croire que mes parents faisaient de leur mieux. Alors je l'ai cru. Et j'ai continué ma vie comme si de rien n'était. 2 mois plus tard, Kesha est rentrée. Ce n'est qu'en la voyant que j'ai compris à quel point elle m'avait manqué. J'ai couru vers elle pour la prendre dans mes bras, mais elle est restée figée, les yeux vides. Avant, elle s'illuminait quand elle me voyait. Elle me disait que j'étais le rayon de soleil de ses journées. Mais là, rien. J'ai cru à une blague, jusqu'à ce que je la regarde de plus près. Son visage était pâle. Elle avait maigri à vue d'œil. Papa l'a emmenée dans sa chambre. Elle s'est couchée sans un mot. Tous les soirs, j'essayais de coller mon oreille contre la cloison pour entendre le moindre son. Mais c'était le silence total. Une semaine plus tard, je suis rentrée avec ses bonbons préférés, des Trolley Sour Crawlers. En entrant dans sa chambre, j'ai vu un petit sourire apparaître au coin de ses lèvres. Mais le moment a été brisé par l'arrivée de maman. « Tu n'as pas le droit de lui parler », cria-t-elle en attrapant les bonbons et en claquant la porte. Elle m'a ensuite traînée à table pour le dîner. J'étais perdue, et c'est elle qui a rompu le silence. « Ta sœur a été diagnostiquée avec des comportements violents et manipulateurs. Si tu tiens vraiment à elle, tu ferais mieux de la laisser tranquille. » J'étais sceptique, mais vu l'état de Kesha, j'ai cru que c'était peut-être ce qu'il fallait faire. Mais comme je l'ai dit, j'étais la plus jeune, donc j'ai commencé à remarquer des détails que les autres ignoraient. Un soir, maman m'a surprise en train de pleurer dans mon oreiller. Elle s'apprêtait à me gifler quand Kesha est intervenue et a dit que c'était elle qui m'avait fait pleurer. À travers le mur, j'ai entendu les coups qui, cette fois, ne m'étaient pas destinés. Un autre jour, j'étais triste toute la journée parce que notre hamster était mort. Mon père s'est emporté. « Tu veux jouer à la petite malheureuse ? Je vais te donner une vraie raison de pleurer. » Il s'apprêtait à décrocher le fouet quand Kesha a surgi. Je lui ai dit que c'était normal d'être triste. C'est moi, j'assume. Et vous imaginez la suite. Ça a duré des mois. Chaque émotion que j'exprimais, chaque erreur que je faisais, Kesha en payait le prix. Je me suis mise à me demander en quoi elle était supposément violente ou manipulatrice, alors que tout ce que je voyais, c'était qu'elle me protégeait. Et puis un soir, tout a pris sens. Je cherchais mon vieux journal sous le lit quand je suis tombée sur celui de Kesha, datant d'avant son départ. La plupart des pages étaient arrachées, sauf une, datée d'1 semaine avant que maman découvre ses blessures. Maman a surpris oncle Ray encore une fois dans ma chambre. Elle m'a dit que si j'en parlais à quelqu'un, elle le laisserait venir voir Millie à la place. Peut-être que si je suis assez abîmée, ils m'enverront loin. Comme ça, je ne pourrais rien dire. Tout s'est éclairé. Pourquoi elle avait été envoyée? Pourquoi on m'interdisait de lui parler? Elle essayait de me protéger, depuis le début. Et ses blessures n'étaient pas des appels à l'aide. C'était sa façon de se rendre assez cassée pour qu'on la renvoie loin, pour m'épargner. Pour que les visites de cet homme ne deviennent pas mon cauchemar à moi. Je suis restée là, assise par terre, tremblante, relisant ces mots. Oncle Ray. Le simple nom me donnait la nausée. C'était le frère de maman, celui qui venait parfois dîner le dimanche, avec ses horribles bonbons au caramel que personne n'aimait. Il avait un rire étrange, et ses câlins duraient toujours trop longtemps. Mais jamais je n'aurais imaginé, je devais parler à Kesha tout de suite.
J'ai frappé à sa porte. Pas de réponse. J'ai essayé la poignée. Verrouillée. Alors j'ai murmuré à travers la fente que j'avais trouvé son journal, que je savais pour oncle Ray. Le silence a été si long que j'ai cru qu'elle dormait. Puis, des pas. Lents, lourds. Le verrou a tourné. Mais elle n'a pas ouvert. Je l'ai entendue glisser lentement contre la porte. En collant mon oreille contre le bois, j'ai perçu son souffle, rapide, affolé. Je lui ai dit que j'étais désolée, que je voulais l'aider. Encore le silence. Puis ses pas qui s'éloignaient. Une minute plus tard, la porte de la salle de bain a claqué. Je suis restée assise devant sa chambre pendant près d'1 heure. C'est là que maman m'a trouvée en venant appeler pour le dîner. Elle m'a demandé ce que je faisais. J'ai inventé une excuse à propos d'une boucle d'oreille perdue. Elle m'a regardé un long moment avant de me dire d'aller me laver. Au dîner, la chaise de Kesha était vide. Papa a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Maman a simplement hoché la tête en passant les haricots. Cette nuit-là, impossible de trouver le sommeil. Je n'arrêtais pas de repenser à toutes les fois où l'oncle Ray était venu chez nous. À chaque fois où Kesha inventait un devoir urgent ou disait devoir passer chez une amie. À ses sweats à capuche trop grands qu'elle portait même en été. À la façon dont elle sursautait quand un homme s'approchait un peu trop. J'avais été tellement aveugle. Le lendemain matin, au petit déjeuner, mes parents ont lâché une bombe. L'oncle Ray divorçait et allait venir vivre quelque temps chez nous. Il emménagerait dans la chambre d'amis la semaine suivante. Ma cuillère a glissé dans mon bol de céréales. J'ai regardé Kesha. Elle était devenue livide. Ses mains tremblaient tellement qu'elle ne parvenait même pas à tenir son jus d'orange. Maman l'a remarqué et a aussitôt pris un ton sec. « Kesha, arrête ce cinéma. La famille soutient la famille. » Kesha a entrouvert la bouche comme pour dire quelque chose, puis l'a refermée. Elle s'est levée et est partie sans un mot. Papa a crié qu'elle était irrespectueuse, mais elle avait déjà disparu. Je l'ai trouvée dans la salle de bain, en train de vomir. Je lui ai tenu les cheveux pendant qu'elle se vidait, tout son corps secoué de tremblements. Quand elle a fini, elle s'est assise par terre, les genoux ramenés contre elle. Elle avait l'air minuscule. Je voulais dire quelque chose de rassurant. Mais quoi? Lui mentir en disant que tout allait bien? On savait toutes les deux que c'était faux. Dans les jours qui ont suivi, Kesha a commencé à faire ce que mes parents appelaient des crises. Elle pouvait se mettre à hyperventiler à table, ou fondre en larmes sans raison devant la télé. Une nuit, je l'ai trouvée dans la cuisine à 3 heures du matin, les couteaux alignés sur le comptoir, fixant le vide. À chaque fois, nos parents levaient les yeux au ciel, parlant de manipulation ou de recherche d'attention. J'ai voulu en parler à Madame Chen, la conseillère scolaire. Je suis allée dans son bureau à la pause déjeuner pour lui expliquer ce qui se passait avec Kesha, avec l'oncle Ray, avec le centre. Mais elle m'a coupé net. Mes parents l'avaient déjà prévenue. Ils lui avaient dit que je risquais de venir avec des histoires inventées par ma sœur. Apparemment, Kesha avait l'habitude de me faire mentir pour elle. Madame Chen m'a lancé un regard compatissant et m'a dit qu'elle comprenait à quel point vivre avec une sœur ayant des troubles mentaux était difficile. Je suis sortie de son bureau avec l'impression de m'être prise un coup en plein cœur. Mes parents avaient tout prévu. Ils avaient construit un mur autour de nous, brique après brique, pour s'assurer que personne ne croirait jamais notre vérité. Cette nuit-là, je me suis réveillée et j'ai trouvé Kesha recroquevillée sur le sol de ma chambre. Elle avait amené son oreiller et sa couverture, s'était fait un petit nid près de mon placard. « Je peux pas dormir toute seule, pas avec lui qui arrive », m'a-t-elle dit. Je lui ai proposé de dormir dans mon lit. Elle a refusé. Le sol suffisait. Elle avait juste besoin d'être là. C'est devenu notre routine. Chaque nuit, elle se glissait discrètement dans ma chambre. Chaque matin, elle repartait avant que nos parents ne se lèvent. Ça a duré 1 semaine. Puis, un matin, maman l'a surprise en train de sortir de ma chambre. Les hurlements ont commencé immédiatement. « Comment oses-tu manipuler ta petite sœur comme ça? Tu veux vraiment lui faire peur avec tes délires ?» C'est là que j'ai remarqué la nouvelle serrure. Une serrure extérieure, pour m'enfermer dans ma propre chambre. Maman m'a montré comment elle fonctionnait. Elle a tourné la clé, pendant que j'étais encore à l'intérieur. « C'est pour te protéger », a-t-elle dit. « Pour que Kesha ne vienne plus te déranger la nuit. » Le clic du verrou m'a glacé le sang. L'oncle Ray a emménagé un mardi. Il avait 2 valises, et ce sourire malsain. Au dîner, il s'est assis à côté de moi. Son genou touchait le mien sous la table. À chaque contact, je voyais la mâchoire de Kesha se crisper. Elle n'a rien mangé, se contentant de déplacer sa nourriture, les yeux rivés sur lui comme un faucon surveille un serpent. La première fois qu'il a proposé de m'aider à faire mes devoirs, Kesha a perdu le contrôle. J'étais à la table de la cuisine, en galère avec mes équations. Il s'est assis à côté de moi. À peine avait-il ouvert la bouche qu'on a entendu des coups sourds venant d'en haut. Kesha frappait si fort contre la porte de sa chambre verrouillée que toute la maison tremblait. Maman a couru à l'étage en criant qu'elle allait abîmer la maison. Papa l'a suivie, avec le fouet. J'avais envie de hurler qu'elle ne faisait que me protéger. Mais la main de l'oncle Ray s'est posée sur mon épaule, lourde et moite, et aucun mot n'est sorti. Cette fois, les coups ont duré plus longtemps. Et quand ça s'est enfin arrêté, un silence pesant a envahi la maison. L'oncle Ray m'a pressé l'épaule et a dit quelque chose sur les adolescentes et leurs drames.
Son souffle empestait le café froid et la cigarette. Je me suis levée et je suis allée vomir. Comme Kesha. Les choses se sont vite dégradées. Il trouvait sans cesse des excuses pour être près de moi. Devoirs, télé, trajet en voiture. À chaque fois, Kesha réagissait. Elle a tenté de s'échapper, brisant une fenêtre. Elle a crié si fort qu'un voisin a appelé pour vérifier si tout allait bien. Elle a refusé de manger pendant 3 jours. La solution de mes parents? Encore plus de punitions. Encore plus d'isolement. Ils ont mis des barreaux à ses fenêtres, confisqué son téléphone, retiré tout objet qu'elle aurait pu utiliser pour se faire du mal. Sa chambre est devenue une cellule. Et pourtant, elle continuait à lutter. Chaque fois qu'il s'approchait de moi, je trouvais des messages cachés dans la maison. Des mots griffonnés dans mon sac à dos. Ne reste jamais seul avec lui. Un sifflet planqué dans ma trousse. Des numéros de ligne d'aide glissés dans mes chaussures. Même enfermée, même brisée, elle essayait encore de me protéger. Puis je suis tombée sur le téléphone. Un vieux modèle à clapet, caché dans une boîte de tampons sous l'évier de la salle de bain. En l'ouvrant, j'ai vu des dizaines de fichiers audio. J'en ai lancé un. La voix de l'oncle Ray, grave, menaçante. Il disait à quelqu'un d'être une gentille fille, que personne ne la croirait, qu'elle devait penser à sa petite sœur. Mes mains tremblaient, tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. C'était la preuve. Je devais faire quelque chose. Mais en sortant de la salle de bain, maman était là. Elle m'a tendu la main, elle avait tout entendu. J'ai voulu fuir. Elle m'a attrapé, a pris le téléphone, l'a écrasé contre le mur. Des morceaux de plastique ont volé dans tous les sens. Kesha invente des enregistrements maintenant, dit-elle. Tu ne vois donc pas à quel point ta sœur est malade? Je voulais hurler que c'était elle, la malade. Mais je suis restée là, à la regarder balayer les miettes de ce qu'il nous restait comme preuve. Ce soir-là, au dîner, ils ont annoncé que Kesha retournerait au centre. Cette fois pour plus longtemps, peut-être pour toujours. Ils avaient retrouvé un établissement spécialisé dans les cas comme le sien. L'oncle Ray hochait la tête, affirmant que c'était pour le mieux. Je n'ai pas touché à mon assiette. Ils parlèrent de ma sœur comme d'un problème à résoudre. Cette nuit-là, j'ai tenté d'appeler ma grand-mère. Cette nuit-là, j'ai attendu que tout le monde dorme, et je suis descendue discrètement. J'ai composé le numéro de ma grand-mère. Mais avant qu'elle ne décroche, maman est apparue. Elle m'a pris le téléphone et a expliqué à ma grand-mère que j'avais du mal à gérer la maladie de Kesha, que j'inventais des histoires, comme ma sœur me l'avait appris. J'entendais la voix inquiète de mamie à travers le haut-parleur, compatissante, disant combien cela devait être difficile pour eux. Les murs se refermaient. Chaque tentative pour alerter quelqu'un était déjà bloquée. Tous ceux à qui je pouvais parler avaient été prévenus. 2 sœurs instables, racontant des mensonges terribles sur une famille aimante. Nous étions piégés, coincés dans cette maison avec un monstre, et personne ne nous croirait. Kesha le savait aussi. Je le voyais dans ses yeux lorsqu'il la laissait ressortir pour les repas. Son énergie s'éteignait. Elle se déplaçait comme un fantôme, amaigrie, livide, silencieuse. Mais elle observait toujours l'oncle Ray. Elle se plaçait systématiquement entre lui et moi dès qu'elle le pouvait. Elle faisait tout pour que je ne sois jamais seule avec lui. Le point de rupture est arrivé un jeudi soir. Je faisais mes devoirs dans ma chambre quand j'ai entendu le clic de la serrure. L'oncle Ray a ouvert la porte, affirmant que maman lui avait demandé de venir vérifier si tout allait bien. Tout mon corps s'est figé. J'ai dit que j'allais bien, que je n'avais pas besoin d'aide. Mais il est entré quand même et a fermé la porte derrière lui. Il s'est assis sur mon lit, trop près, et a commencé à parler de tout ce que je traversais, que je devais être perdue, que Kesha avait rempli ma tête de mensonges. Sa main a effleuré mon genou et j'ai aussitôt reculé. Il a ri de ce rire glacial et a dit que j'étais comme ma sœur, trop dramatique, trop sensible. C'est à ce moment-là qu'on l'a entendu. Un cri, pas un cri ordinaire, mais un hurlement primal, terrifiant. L'oncle Ray a bondi hors de la chambre et je l'ai suivi. La porte de la chambre de Kesha était grande ouverte. Elle était au sol, du sang s'étendant autour d'elle. Elle avait trouvé un objet tranchant, je n'ai jamais su quoi, et elle l'avait utilisé. Maman était au téléphone avec les urgences. Papa essayait de contenir l'hémorragie. L'oncle Ray était dans l'embrasure de la porte, et pour la première fois, il semblait apeuré. Je me suis agenouillée près de Kesha, pressant mes mains contre ses plaies, comme la toute première fois. Elle m'a regardée et a articulé 2 mots, clé USB. L'ambulance est arrivée rapidement. Ils l'ont installée sur une civière pendant que mes parents jouaient la comédie de la famille bouleversée. J'ai entendu maman raconter aux ambulanciers que Katia, comme elle l'appelait devant eux, avait des antécédents d'automutilation, qu'elle s'aggravait, qu'elle manipulait tout le monde. Mais l'un des ambulanciers, une jeune femme aux yeux doux, la regardait avec une drôle d'expression, comme si elle voyait au-delà du masque. Pendant que tout le monde était distrait, je me suis faufilée dehors. Dans le jardin, il y avait encore la vieille cabane dans l'arbre que papa avait construite quand on était petite. Elle tombait en ruine, mais tenait encore debout. Je suis montée, les échardes me griffant les paumes, et j'ai fouillé dans l'ombre. Là, enveloppée dans du plastique et du ruban adhésif, se trouvait une clé USB. Je l'ai glissée dans ma poche juste au moment où maman a commencé à m'appeler.
Je suis descendue et j'ai prétendu avoir eu besoin d'air. Elle m'a dévisagée, méfiante, mais trop préoccupée par l'ambulance pour poser des questions. Nous sommes tous montés en voiture, y compris l'oncle Ray, et avons pris la route de l'hôpital. On ne m'a pas laissé voir Kesha. Seule la famille proche, ont-ils dit. Et apparemment, cela excluait la sœur. Je suis restée en salle d'attente avec l'oncle Ray pendant que mes parents parlaient au médecin. Il a tenté de discuter. Je suis restée muette, la clé USB brûlant dans ma poche. Les heures ont passé. Finalement, un médecin est venu annoncer que Kesha était stable. Elle resterait en observation et serait peut-être transférée en hôpital psychiatrique. Mes parents ont hoché la tête, comme s'ils s'y attendaient, comme s'ils l'avaient imprévu. L'oncle Ray a reposé sa main sur mon épaule. Cette fois, je n'avais même plus la force de la repousser. Mais alors quelque chose d'inattendu est arrivé. Un autre médecin est apparu et a demandé à parler à mes parents en privé. Ils avaient l'air confus, mais l'ont suivi, me laissant seule avec Ray. Je sentais ses yeux sur moi. Il s'est approché, a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais je me suis levée et suis partie en direction des toilettes. À l'intérieur, j'ai verrouillé la porte. J'ai sorti la clé USB. Il fallait que je voie ce qu'elle contenait. Mais je n'avais pas d'ordinateur, et mon téléphone était resté à la maison. Je tenais dans ma main ce petit morceau de plastique qui pouvait nous sauver, sans moyen d'y accéder. Quand je suis sortie, la salle d'attente était en ébullition. Des policiers parlaient à mes parents. Maman pleurait, clamant qu'il devait y avoir une erreur. Papa hurlait, exigeant qu'on lui explique ce qui se passait. Mais l'oncle Ray avait disparu. Une policière s'est approchée de moi. Elle s'est présentée, officier Martinez. Elle m'a demandé si j'étais Millie. J'ai acquiescé. Elle s'est agenouillée pour être à ma hauteur. Elle m'a dit que Kesha leur avait confié certaines choses, qu'ils devaient enquêter, et qu'il se pouvait que j'aie des informations à partager. Mes parents ont essayé d'intervenir, disant que j'étais perdue, que Kesha m'avait retourné l'esprit. Mais l'officier Martinez les a arrêtés net. Elle a expliqué que Kesha avait été très précise, qu'elle avait documenté les choses, qu'elle avait essayé de me protéger. Est-ce que je savais quelque chose? Je sentais la clé USB dans ma poche. C'était maintenant, l'instant où tout pouvait changer. Mais en regardant mes parents, les visages tordus de colère et de peur, j'ai hésité. Et si la police ne me croyait pas? Et si la clé disparaissait comme le téléphone? Et c'est là que je l'ai vue, l'ambulancière aux yeux doux. Elle parlait avec un autre officier, agitait les bras, expliquait qu'elle avait repéré des signes, qu'elle avait invoqué l'obligation de signalement, qu'elle s'était arrangée pour rester seule avec Kesha pendant le transport. Mes parents criaient de plus en plus fort, parlaient de poursuites, exigeaient des avocats, répétant que Kesha était malade, manipulatrice, violente, qu'ils avaient les diagnostics du centre pour le prouver. L'officier Martinez paraissait hésitante. Alors j'ai fait mon choix. Je me suis avancée. J'ai sorti la clé USB. J'ai dit que Kesha l'avait cachée pour moi, qu'elle contenait des preuves que l'oncle Ray lui avait fait du mal, et que mes parents savaient. Les mots sont sortis en rafale, comme un barrage qui cède après des années de silence. Mes parents ont tenté de s'en emparer. Les policiers se sont interposés. Maman hurlait que je mentais, que Kesha m'avait endoctrinée. Papa vociférait sur ses droits parentaux et les fausses accusations. Mais l'officier Martinez a pris la clé avec douceur, comme si elle valait de l'or. Ils nous ont tous emmenés au poste. Moi dans une voiture, mes parents dans une autre. On m'a conduite dans une petite salle avec des fauteuils confortables et une boîte de mouchoirs sur la table. J'ai raconté tout. Depuis la première nuit où j'avais vu Kesha se blesser, les coups, l'arrivée de l'oncle Ray, les serrures, l'isolement, les mensonges qu'ils avaient fait gober à tout le monde. La détective qui prenait ma déposition m'a écoutée sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, elle m'a dit qu'ils allaient analyser la clé USB, que j'avais bien fait, que Kesha avait été incroyablement courageuse. Et moi aussi. Plus tard, j'ai appris ce qui s'était passé pendant le trajet en ambulance. Kesha avait pris un risque calculé. Elle savait que ses blessures obligeraient nos parents à l'emmener à l'hôpital. Et elle savait que pendant le trajet, elle serait enfin seule avec du personnel médical. Pour la première fois depuis des mois, la secouriste qui avait remarqué les signes de maltraitance était formée à la réponse au trauma. Elle avait vu assez de victimes pour reconnaître ce regard dans les yeux de Kesha. Pendant le trajet, Kesha lui avait tout raconté. L'oncle Ray, le silence imposé, la clé USB cachée dans la cabane. La secouriste avait suivi le protocole, averti son supérieur, qui avait immédiatement contacté la police. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, l'enquête avait déjà commencé. La clé USB contenait des photos des blessures de Kesha, prises en cachette, des enregistrements audio des menaces de l'oncle Ray, et des conversations où nos parents admettaient ce qui se passait. Des dossiers médicaux qu'elle avait réussi à copier, montrant les écarts entre la réalité et ce que nos parents déclaraient. Même des échanges de mails entre nos parents et le centre, discutant du paiement d'un traitement d'isolement intensif pour briser sa résistance. L'oncle Ray a été arrêté dans un motel à 2 villes de là, alors qu'il tentait de quitter l'État. Nos parents ont été inculpés pour mise en danger d'enfants et conspiration. Le centre a fait l'objet d'une enquête, puis a été fermé. Kesha et moi avons été confiés à notre grand-mère. Elle a pleuré en découvrant ce qui s'était passé, là, sous son nez. Kesha a passé 1 mois à l'hôpital,
puis est venue vivre chez elle aussi. Elle n'était plus la même, plus silencieuse. Mais peu à peu, la lumière est revenue dans ses yeux. Cette fois, nous avons choisi de partager une chambre. Chaque nuit, j'entendais sa respiration et je savais que nous étions en sécurité. Elle a commencé une vraie thérapie, pas celle destinée à la casser. Une vraie. Elle a recommencé à manger, à sourire quand je lui apportais ses bonbons préférés. Le procès a été dur. Témoigner contre nos parents, revoir l'oncle Ray au tribunal, revivre tout ça devant des inconnus. Mais l'officier Martinez était là, et la secouriste au regard doux, et notre grand-mère, qui nous tenait la main et murmurait qu'elle nous croyait, qu'elle nous avait toujours cru, qu'elle nous croirait toujours. Ils ont tous été reconnus coupables. L'oncle Ray a reçu la peine la plus lourde. Nos parents ont écopé de peines plus légères, mais ont perdu tous leurs droits parentaux. Certains membres de la famille ont pris leur parti, disant que nous avions détruit la famille avec nos mensonges. Mais d'autres se sont manifestés, avec leurs propres doutes. Des signes qu'ils avaient remarqués, mais ignorés. Keisha a terminé le lycée avec 1 an de retard, mais avec mention. Elle est entrée à l'université. Elle est devenue assistante sociale, consacrant sa vie à protéger des enfants comme nous. Moi, j'ai suivi un autre chemin, mais avec le même objectif. On n'a jamais oublié ces nuits dans cette maison, mais on a refusé qu'elles nous définissent. Parfois, je repense à cette première nuit, quand je l'ai trouvée, les bras en sang. Quand elle s'était blessée, non pas pour appeler à l'aide, mais pour se rendre suffisamment fragile pour être envoyée loin, pour éviter que l'oncle Ray ne s'en prenne à moi. Chaque coup qu'elle a reçu, chaque punition qu'elle a endurée, c'était pour se placer entre moi et un monstre. Elle avait 15 ans. Elle portait un fardeau qui briserait la plupart des adultes. Et elle l'a porté seule, longtemps. Mais elle n'était plus seule à la fin. Le système, qui nous avait d'abord abandonnés, a fini par fonctionner. Des gens bien ont fait leur travail. La vérité, documentée et cachée sur une minuscule clé USB, nous a libérés. Et le sacrifice de Keisha, sa force, son refus de le laisser me toucher, même au prix de sa propre sécurité, a sauvé nos 2 vies. On vit encore avec les cicatrices, à l'intérieur comme à l'extérieur. La confiance ne vient pas facilement. Les voix fortes nous font sursauter. Les portes verrouillées nous angoissent. Mais on a survécu, on est libre. Et chaque nuit, dans nos propres maisons, on peut dormir tranquille. Les monstres sont enfermés. Et cette fois, les verrous ne se ferment que de l'intérieur. C'est ça, le truc avec le fait de faire semblant d'être naïve. D'être la plus jeune, celle qui voit tout. Parfois, on voit trop. Parfois, la vérité est pire que tous les cauchemars. Mais parfois, si on a de la chance, du courage et une sœur prête à tout sacrifier pour vous, parfois la vérité peut aussi vous sauver. La date du procès avait été fixée à 6 mois plus tard. Mamie avait engagé une avocate spécialisée dans ce genre d'affaires, une certaine Patricia, qui portait des tailleurs pantalons et avait ce don de te faire croire que tout allait s'arranger. Elle venait à la maison chaque semaine pour nous préparer. On répétait nos témoignages jusqu'à ce que je puisse réciter le mien les yeux fermés. Vivre avec mamie, au début, c'était bizarre. Sa maison sentait la lavande, et elle passait son temps à nous faire à manger, comme si nourrir nos estomacs pouvait guérir nos cœurs. Keisha ne mangeait presque rien les premières semaines. Elle jouait avec sa purée pendant que mamie la regardait, inquiète. Le lycée était difficile. Les rumeurs s'étaient propagées sur pourquoi on vivait chez notre grand-mère. Certains élèves étaient compréhensifs, d'autres chuchotèrent dans les couloirs. J'ai entendu la mère de quelqu'un dire qu'on mentait pour attirer l'attention. Une autre disait qu'aucune mère ne couvrirait quelque chose d'aussi grave. Ils ne savaient pas encore, pas à propos de la clé. Keisha a dû refaire son année de terminale. Elle ne s'est pas plainte. Elle arrivait chaque jour dans la vieille voiture de mamie. Je la voyais dans les couloirs, la tête baissée, ses livres serrés contre elle comme un bouclier. Quand un garçon s'approchait trop, elle se figeait. Quand un prof haussait le ton, elle sursautait. Le procureur, un certain David, préparait l'affaire. Il avait fait imprimer tout le contenu de la clé dans de gros classeurs. Des photos, des transcriptions, des dossiers médicaux. Voir tout cela noir sur blanc rendait la chose réelle, d'une manière que même l'avoir vécu ne permettait pas. C'était arrivé, et on avait les preuves qu'on n'était pas folle. L'avocat de l'oncle Ray a tenté de faire invalider les preuves. Il disait qu'elles avaient été obtenues illégalement. Mais le juge l'a stoppé net. Les enregistrements étaient clairs. Sa voix, parlant de choses qui ont donné la nausée à la greffière. La voix de maman, qui acceptait de garder le silence. Celle de papa, qui menaçait Keisha si elle parlait. Nos parents avaient chacun pris un avocat. Ils ont essayé de rejeter la faute l'un sur l'autre. Maman disait que papa l'avait forcée. Papa disait que c'était elle qui avait invité Ray à vivre chez nous. Leurs avocats ont dû leur dire de se taire, car après la première semaine, ils ont arrêté de parler à la presse. Patricia nous faisait faire des simulations dans son bureau. Elle jouait le rôle de l'avocat de la défense, posant les pires questions. Pourquoi n'aviez-vous rien dit plus tôt? Si Keisha n'était pas malade, pourquoi s'était-elle fait du mal? Comment saviez-vous que les enregistrements n'étaient pas truqués? Chaque question était comme un coup. Mais Patricia disait qu'il valait mieux être préparé. Keisha avait commencé une vraie thérapie, 2 fois par semaine, avec une femme spécialisée dans les traumas.
Elle rentrait épuisée, les yeux rougis. Mais peu à peu, quelque chose changeait. Elle reprenait des repas normaux. Elle écoutait à nouveau de la musique. Elle a même ri un jour où j'ai trébuché sur le chat de mamie. La défense, elle, essayait de salir notre réputation. Ils avaient découvert que j'avais raté un test d'histoire et ont tenté de me faire passer pour une menteuse en mal d'attention. Ils ont ressorti tous les incidents scolaires de Kesha, essayant de prouver qu'elle était violente et manipulatrice, exactement comme nos parents le disaient. Mais Patricia était prête. Rien ne la surprenait. 3 mois avant le procès, Kesha a été acceptée dans un collège communautaire. Juste à temps partiel, quelques cours. Mais c'était quelque chose. Elle avait choisi le travail social. Elle disait vouloir aider des enfants comme nous. Mamie a pleuré de joie et a fait un gâteau. C'était étrange de fêter quoi que ce soit, mais on l'a fait quand même. Et les preuves continuaient de s'accumuler. D'autres familles, ayant envoyé leurs enfants dans ce centre, ont commencé à parler. Il s'est avéré que la thérapie par isolement intensif était leur spécialité. Des enfants enfermés pendant des jours, médicamentés pour les faire taire. Des parents payaient un supplément pour que le personnel ferme les yeux. Tout était corrompu. L'oncle Ray a tenté de négocier un accord. Son avocat a contacté le nôtre, proposant de plaider coupable à des accusations moindres. Patricia a littéralement éclaté de rire. Elle avait les enregistrements, les photos prises par Kesha. Mon témoignage sur ce soir-là, où il était venu dans ma chambre, il ne s'en tirerait pas à bon compte. Nos parents, eux, continuèrent d'essayer de nous recontacter. Des lettres arrivaient chez mamie, pleines d'excuses et de justifications. Ils disaient avoir voulu protéger la famille, qu'ils n'avaient jamais voulu que ça aille aussi loin, qu'ils nous aimaient, qu'ils voulaient qu'on rentre à la maison. Mamie a brûlé chaque lettre dans la cheminée. Le procès a enfin commencé un lundi d'avril. Le palais de justice était immense, en pierre grise, et me faisait me sentir minuscule. Des journalistes nous attendèrent dehors, mais Patricia nous a fait entrer par une porte latérale. La salle d'audience sentait le bois ancien, et la peur. Je me suis assise entre mamie et Kesha, l'estomac noué. Les déclarations d'ouverture ont été brutales. Le procureur a tout déroulé dans l'ordre chronologique. Les abus, le silence, le centre, les enregistrements. David construisait son dossier pièce par pièce, méthodiquement. La défense nous a décrites comme 2 adolescentes instables qui inventèrent des histoires. Ils ont dit que les enregistrements étaient sortis de leur contexte, que les automutilations de Kesha prouvèrent qu'elle était déséquilibrée. Quand ils ont diffusé le premier enregistrement, maman a éclaté en sanglots. Pas de jolis sanglots de tristesse, non. Des pleurs bruyants, laids, incontrôlables. Le juge a dû suspendre l'audience. J'aurais voulu éprouver de la pitié, mais tout ce que je voyais, c'était Kesha enfermée dans sa chambre, se battant pour me protéger, pendant que maman savait exactement ce qui se passait. Kesha a témoigné la première. Elle a été incroyable, calme, claire, précise. Elle a raconté les visites de l'oncle Ray, les menaces de maman qui lui disait qu'il viendrait me voir à la place. Elle a expliqué pourquoi elle s'était blessée, dans l'espoir d'être envoyée loin. Les coups qu'elle prenait à ma place. L'avocat de la défense a tenté de la déstabiliser, mais elle n'a jamais flanché. Mon tour est venu le 3e jour. Mes mains tremblaient, tellement que j'avais du mal à prêter serment. Mais j'ai regardé Kesha, et elle m'a adressé un petit hochement de tête. J'ai tout raconté. Le journal intime, cette nuit-là dans ma chambre, la clé USB dans la cabane. Comment nos parents avaient préparé le terrain pour que personne ne nous croie, avant même qu'on ne parle. L'avocat de la défense m'a demandé pourquoi je n'avais rien dit plus tôt. J'ai parlé de Madame Chen, la conseillère, de l'appel de mes parents avant ma visite. Il a demandé pourquoi j'avais cru Kesha plutôt que mes propres parents. Parce que Kesha a saigné pour moi. Elle a pris les coups à ma place. Elle a tout sacrifié pour me protéger. Des parents sont censés protéger leurs enfants, pas couvrir les monstres. L'oncle Ray a ensuite pris la parole pour sa défense. Une erreur monumentale. Il a osé affirmer que tout était consenti, que Kesha l'avait provoqué. Le procureur l'a détruit en direct, avec les enregistrements. Sa voix menaçant une adolescente de 15 ans. Sa voix parlant de venir me voir ensuite. À la fin, même son avocat avait l'air écœuré. Maman a témoigné qu'elle avait peur de papa, qu'il l'avait forcé à garder le silence. Mais les emails l'ont trahi. Ses messages au centre, payant pour les traitements les plus extrêmes. Sa voix calme, posée, disant à Ray d'être plus prudent. Ses recherches Google sur « Comment gérer les ados qui inventent des accusations ?» Papa a tenté de dire qu'il ignorait tout, qu'il pensait que Kesha mentait. Mais il existait un enregistrement où il demandait à Ray de faire profil bas et promettait de gérer Kesha si elle posait problème. Ses propres mots l'ont condamné. Le directeur du centre a témoigné sous immunité. Il a décrit leur programme. Comment les parents payaient des sommes astronomiques pour qu'on brise leurs enfants. Comment ils utilisaient l'isolement, la médication, la punition. Et comment nos parents avaient explicitement demandé le traitement le plus dur possible pour faire taire Kesha. Les témoins de moralité ont suivi. Des professeurs qui avaient remarqué des changements chez Kesha, mais qu'on avait rassurés en disant que c'était une simple phase. Des voisins qui avaient entendu des cris, mais qui avaient cru nos parents. Des amis, des parents d'élèves, qui avaient eu un doute, mais qui n'avaient pas osé intervenir. Tous disaient la même chose.
Ils regrettaient de n'avoir rien fait. Patricia a fait venir des experts pour parler des réactions au traumatisme. Pourquoi Keisha s'était blessée? Pourquoi elle n'avait pas fui? Pourquoi elle m'avait protégée au lieu de se sauver? Ils ont parlé de l'attachement traumatique, de comment les abuseurs isolent leurs victimes, de l'impact à long terme du silence parental. Le médecin légiste a examiné les dossiers de Keisha. Il a souligné les incohérences. Des blessures incompatibles avec l'automutilation, des cicatrices à des endroits difficiles d'accès, des éléments qui confirmaient tout ce que contenait la clé USB. Les plaidoiries ont duré toute une journée. David a tout repris point par point, la chronologie, les preuves, les enregistrements. Il a fait rejouer la voix de Ray, parlant de moi. Il a montré les photos des blessures de Keisha. Il a lu les mails parlant de la brisée. Impossible de détourner le regard. La défense a tout tenté. Ils ont dit qu'on avait été coachés, que les enregistrements étaient en montée, que Keisha était instable, que j'étais manipulée. Mais ils n'avaient rien. Aucune réponse valable aux preuves. Aucune explication au fait que des parents perdent pour torturer leur enfant, sauf s'ils avaient quelque chose à cacher. Le jury a délibéré pendant 2 jours. 2 jours à faire les 100 pas dans le salon de mamie. 2 jours où Keisha fixait le vide. 2 jours à se demander si quelqu'un allait enfin nous croire. Vraiment nous croire. Après toutes les horreurs racontées à notre sujet. Quand le verdict est tombé, nous étions dans la salle d'audience, main dans la main. Coupables sur tous les chefs d'accusation pour l'oncle Ray. Coupables de mise en danger pour maman. Coupables de conspiration pour papa. Coupable de ne pas nous avoir protégés, coupable d'avoir couvert les abus, coupable d'avoir payé pour que Keisha soit brisée, coupable, coupable, coupable. Ray a écopé de 25 ans de prison, maman a pris 12 ans, papa 15, le directeur du centre 10. L'établissement a été fermé. Tous les enfants renvoyés chez eux, ou vers de vrais soins. D'autres parents ont été enquêtés. Certains enfants ont enfin été aidés. D'autres étaient déjà trop brisés. Après le procès, les journalistes voulaient nous parler. Patricia s'en est chargée pendant que nous rentrions chez mamie. Keisha a dormi pendant 16 heures d'affilée. Je suis restée à ses côtés, la regardant respirer, comprenant enfin le poids qu'elle avait porté. Elle avait été Atlas, portant le ciel sur ses épaules pour m'empêcher d'être écrasée. Nous sommes restés vivre chez mamie, définitivement. Elle a repeint nos chambres avec les couleurs de notre choix. Elle a offert une guitare à Keisha quand elle a dit vouloir apprendre. Elle m'a laissé adopter un chien, même si elle y est allergique. Elle a passé le reste de sa vie à essayer de compenser ce qu'elle n'avait pas vu, même si on lui a répété que ce n'était pas sa faute. Keisha est bel et bien devenue assistante sociale. Il lui a fallu 6 ans pour terminer ses études supérieures. Parfois, le traumatisme la faisait reculer. Mais elle y est arrivée. Elle travaille avec des enfants que personne ne croit. Elle sait repérer les signes. Elle sait comment aider. Elle les sauve comme elle m'a sauvée. Je suis devenue institutrice, école primaire, là où je peux peut-être voir les signes plus tôt. Être l'adulte qui remarque, qui pose les bonnes questions, qui ne se contente pas de réponses faciles. Là où je peux apprendre aux enfants qu'un secret qui fait mal n'est pas un secret qu'on doit garder. On ne parle plus à la majorité de notre famille élargie. Ils ont choisi leur camp. Et ce n'était pas le nôtre. Mais on s'est reconstruit une famille. Des amis devenus frères et sœurs. Des mentors devenus mères. Des gens qui nous ont cru dès le début et n'ont jamais douté. Qui ont compris que la famille, ce n'est pas le sang. C'est ceux qui restent. Parfois, je fais encore des cauchemars. Parfois, Keisha sursaute quand quelqu'un bouge trop brusquement. On suit toutes les deux une thérapie. On prend des médicaments. On a des jours où le poids de tout ça est trop lourd. Mais on a survécu. On est là. On est libre. La dernière fois que j'ai vu mes parents, c'était au prononcé de leur peine. Ils semblaient plus petits, plus vieux. Ils ont essayé de croiser mon regard, peut-être en espérant un pardon. Mais j'ai regardé Keisha à la place. Ma sœur, qui a saigné pour moi. Qui a reçu les coups à ma place. Qui a sacrifié son enfance pour sauver la mienne. Ça, c'est ça, l'amour. Pas des excuses quand on se fait prendre. L'oncle Ray est mort en prison, 5 ans après le début de sa peine. Un autre détenu. On n'a pas assisté aux funérailles. On n'a pas pleuré. On a juste ressenti un étrange vide. Comme quand on jette enfin quelque chose de pourri qui empestait la maison. L'odeur persiste un moment, mais l'air frais finit par l'emporter. Keisha s'est mariée l'année dernière. Petite cérémonie. Que des amis proches et la famille choisie. Elle a trouvé quelqu'un de bien, patient, doux, quelqu'un qui comprend pourquoi elle a besoin que la lumière reste allumée parfois. Pourquoi elle vérifie 3 fois les serrures. Pourquoi certains films sont trop durs à regarder. Il l'aime telle qu'elle est, peut-être même à cause de sa force. Je suis en master maintenant, en psychologie de l'enfant. Je veux mieux comprendre comment aider les enfants comme nous. Mon mémoire porte sur la protection fraternelle dans les foyers abusifs. Comment les aînés deviennent des boucliers. Comment ils se sacrifient. Et comment ce traumatisme marque à jamais les 2 enfants. Keisha lit mes brouillons, corrige mes hypothèses, m'apporte ce que j'oublie. On s'envoie des messages tous les jours, rien d'extraordinaire, des blagues nulles, des plaintes sur le boulot, des photos de mon chien, des choses de sœurs, normales, celles qu'on n'a jamais eues avant. On rattrape le temps volé, on construit la relation qu'on nous avait volée.
Elle est différente de ce qu'elle aurait été, mais elle est à nous. La semaine dernière, c'était l'anniversaire du jour où elle est revenue du centre. On ne le fête jamais, mais cette année, c'était différent. On s'est retrouvés pour déjeuner, juste nous deux. On a mangé des sandwichs sans en parler, mais on savait, on se souvenait, on était reconnaissante, on s'en est sortis. Elle m'a offert des trolley crawlers en dessert, les tropicaux, ceux que j'aime. On était restés dans sa voiture à les manger, les lèvres plissées à cause de l'acidité. Et pendant 1 minute, on était juste 2 sœurs, pas des survivantes, pas des victimes. Juste 2 filles partageant des bonbons, comme on aurait toujours dû pouvoir le faire. C'est ça, le truc avec les traumatismes. Ils ne disparaissent pas, ils s'accrochent à tes os. Ils modifient ta façon de voir le monde, mais ils ne te définissent pas. C'est Kesha qui me l'a appris. Elle m'a montré comment être forte, comment protéger les autres, comment documenter la vérité, comment survivre quand ceux qui doivent te protéger deviennent le danger. On va bien maintenant, pas parfaite, pas guérie, mais bien. On a de mauvais jours, des bons, et des jours où on oublie un peu. On a une vie, une carrière, des gens qui nous aiment, on ça, et c'est ça qui nous a sauvés dès le départ. 2 sœurs contre le monde, et le monde n'a pas gagné. Je fais encore semblant d'être naïve parfois. Les vieilles habitudes ont la vie dure, mais maintenant je sais quand parler, quand agir, quand protéger les autres, comme Kesha m'a protégée. La petite dernière qui a tout vu, et qui, enfin, a appris quand dire la vérité.